Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui, le 4 avril 2019. Nous allons donner quelques brèves pour donner le temps aux gens qui ne se sont pas encore connectés parce que nous devons les reconnaître. Ça fait quand même longtemps que nous n'avons pas fait l'analyse en direct. Ce matin encore, bien que nous postons régulièrement, ce matin, quelqu'un m'a encore écrit pour dire « Nous manquons tes analyses ». Écoutez, je suis très occupé, mais je me suis efforcé pour faire cette analyse alors que j'ai un rendez-vous important dans le cadre de la famille. Voilà, alors, vous êtes déjà nombreux. Merci beaucoup. Je comprends que nous sommes ensemble, d'ailleurs, parce que nous continuons à poster. Il y a Johnny Kaninda, Cartier Gauthier Beaufoy, il y a Desmond Kanstutu, qui me dit, miss you man, long time, very long time. Yeah, but we are still around, we are posting. In the same time, we are very busy. Cyprien Moussimar, Kabingwa Gisendala, Desmond Kantutu, et puis, excusez-moi, il y a des noms, il y a un problème des yeux maintenant. Bon, voilà, vous êtes déjà nombreux. Ah, il y a mon frère MK qui me dit bonjour Anglo-Congo, Cyprien Moussima qui me dit bonjour Anglo-Congo, Alexis Olivier Moubey qui me dit bonjour. Vous êtes nombreux et laissez-moi commencer cette analyse. Quelques brèves. À Lubumbashi, il y a l'insécurité. Dans beaucoup de quartiers de Lubumbashi, surtout des quartiers populaires, chaque nuit, il y a des cas d'assassinat, en tout cas, pas chaque nuit, mais chaque semaine au moins. Et beaucoup de gens nous ont contactés pour nous dire que l'insécurité est croissante à Lubumbashi et que les autorités, que nous puissions lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent renforcer la sécurité pendant la nuit. Il y a des cas de banditisme à main armée. Alors, nous, à notre niveau, avec notre petite audience, nous lançons aussi un appel, nous nous joignons à toutes les voix qui ont déjà lancé l'appel aux autorités pour que l'ordre et la sécurité soient restaurés à Lubumbashi. Et nous avons pu contacter aussi un collaborateur proche même du chef de l'État. Nous lui avons dit ça en face, que voilà, il y a insécurité à Lubumbashi et il a promis de transmettre le message au niveau des autorités qui ont la charge de la sécurité et de l'ordre à travers le territoire national. Mais dans ce genre de choses, nous devons signaler que la collaboration, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. La collaboration de la population, elle est très importante, et la vigilance. Des gens doivent mettre en place un système d'information pour que, au moindre geste suspect, la population soit informée pendant la nuit. Les jeunes peuvent organiser des veilles dans des quartiers. C'est question de dissuader ces malfrats qui ne viennent pas déranger la quiétude des paisibles citoyens congolais, surtout des Louchois. Alors, venons-en à notre sujet du jour. La visite du président Félix Tshisekedi
aux USA l'enjeu. Cette visite a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout qu'elle est la première visite du président Félix Tshisekedi depuis qu'il a été élu aux États-Unis. On comprend que cette visite fasse l'objet de beaucoup de commentaires, de beaucoup d'analyses, de beaucoup de reportages, parce que les États-Unis, disons-le clairement, c'est le pays le plus puissant pour le moment de la planète. Les États-Unis, durant le processus électoral, disons même, pendant tout le processus démocratique, ils ont intervenu à plusieurs moments et plusieurs fois pour essayer d'amener le peuple congolais, avec la volonté des Congolais, à aller aux élections, chose qui a été faite. Et nous savons que les États-Unis, nous l'avons toujours dit, ont finalement reconnu la victoire du président Félix Tshisekedi, laquelle victoire était confirmée par la Cour constitutionnelle. Nous étions informés de cette visite un peu avant, je dis un peu avant. Nous savions que, et ce n'est pas un secret, l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, a parlé de ce que nous avons ce qu'il a appelé les strategic partnership. Donc, c'est les partenariats stratégiques entre les États-Unis et la RDC. Nous avons expliqué dans le passé, en donnant même une illustration, qu'est-ce que ça veut dire. Et nous avons pris l'exemple de l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut le dire, nous étions au courant qu'il y avait en préparation un tel partenariat stratégique et que le modèle qui était comme un exemple qui a inspiré les deux pays, c'est le modèle de l'Arabie Saoudite, donc le partenariat stratégique entre les USA et l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas à tout point de vue identique, mais en tout cas, c'est un modèle qui a inspiré les deux pays, et chaque pays ayant ses spécificités, certainement, ces partenariats a quelque chose que l'on ne trouve pas dans le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Alors, finalement, ce voyage a été reporté plus d'une fois. Pendant que j'étais à Washington, d'après certaines sources crédibles, tant du côté du département d'État que dans l'entourage du chef de l'État, quelques sources diplomatiques, on pensait à ce moment-là, sur base de ces informations, que le président de la République de la RDC, M. Félix Antoine Tshisekedi, devrait se rendre aux États-Unis au mois de février. Et l'occasion, c'était pendant ce qu'on appelle breakfast prayer, donc les déjeuners des prières. Et soulignons tout de suite aussi, M. Martin Fayulu Madidi était aussi annoncé à ces déjeuners des prières, mais tous deux ne s'étaient plus présentés. Ensuite, il y a eu des dates qui ont été avancées. Finalement, on a parlé du mois de mars. Le mois de mars est passé et c'est chose faite aujourd'hui. Le président est allé aux États-Unis après avoir pris part à la prestation des serments de son homologue sénégalais qui a été élu pour un deuxième mandat, son Excellence Macky Sall. Et de là, l'avion du président de la République a traversé l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis où il a rencontré le secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo.
La polémique a tourné surtout autour, dans les réseaux sociaux, mais nous, notre sujet, c'est l'enjeu. Mais parlons-en, tournons autour du fait que le président Félix Tshisekedi, pendant son séjour, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas rencontré son homologue américain, Donald Trump, mais il a rencontré le patron de la diplomatie américaine, qui est M. Mike Pompeo. Alors, est-ce que aux États-Unis, disons-le clairement, il y a 5 types de visites? Il y a la visite d'État. Hein? Cette visite d'État, c'est le président américain qui invite un chef de l'État ou un chef du gouvernement. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a des pays, hein, je prends l'exemple du Canada. Vous savez, le chef d'État canadien, c'est la reine d'Angleterre, mais le chef du gouvernement, c'est le premier ministre canadien, M. Trudeau. Et quand il vient aux États-Unis, c'est vrai qu'il est chef du gouvernement, mais il a un statut aussi comme celui d'un chef d'État parce que la reine d'Angleterre, c'est beaucoup plus une position d'honneur protocolaire que réellement un pouvoir effectif réel. Pour ce type de visite, c'est le président américain qui invite son homologue. Il y a ensuite ce qu'on appelle la visite officielle. Même pour ce type de visite, c'est toujours le président de la République qui invite. Parce qu'aux États-Unis, le président de la République, bien qu'il y ait un patron de la diplomatie, il est très impliqué dans la diplomatie américaine. Il collabore avec le ministre des Affaires étrangères, que l'on appelle là-bas secrétaire d'État. Cela est dû à la position qu'occupent les États-Unis sur la scène internationale. Dans la pratique, le président américain, il a le plus grand portefeuille en ce qui concerne les relations internationales que tous les restes des présidents du monde. C'est compte tenu des positions de leadership qu'occupent les États-Unis. Aujourd'hui, c'est un peu, je dis bien un peu concurrencé ou bien suivi par la Chine. Cela est dû par l'influence qu'a la Chine au niveau du commerce mondial. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la visite du travail officiel. Tout ça, c'est les chefs d'État, c'est le président américain. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la visite de travail. Et en dernière position, il y a la visite privée. La visite privée, ce n'est pas le président américain qui lance une invitation. Mais dans toutes ces visites, les départements d'État peuvent prendre l'initiative, le président américain peut prendre, mais celui qui lance officiellement l'invitation, c'est un point protocolaire, c'est le président américain lui-même. Quand l'on ne connaît pas bien un peu les systèmes politiques américains, l'on croira, bon évidemment il y a d'autres choses, il y a par exemple un chef de l'État, quand il est en visite officielle, visite d'État, hein, il est logé dans ce qu'on appelle Blair House. C'est juste à côté de la Maison Blanche. Il a droit aux honneurs à l'arrivée tout comme au départ. Il a droit à un dîner à la Maison Blanche et à une conférence de presse qu'il tient avec son homologue américain.
Quand nous avons observé la polémique sur les réseaux sociaux, tout est parti de la presse. Les gouvernements congolais, tout comme américains, n'ont jamais dit que le président Félix Tshisekedi, bien qu'invité par les gouvernements américains dirigés par le président de la République, par le président des États-Unis, on n'a jamais dit qu'il va rencontrer son homologue américain Donald Trump. Et il n'est pas dit que chaque première visite d'État d'un chef d'État, nécessairement, il doit rencontrer le président Trump. Il peut même le rencontrer en marge d'un sommet. Cela s'entend, ce n'est pas une visite d'État aux États-Unis. Il peut les rencontrer, comme je dis, en marge d'un sommet international ou d'une conférence. Tout comme il peut les rencontrer lors de la visite du chef d'État américain au pays, dans un pays donné, s'il y a un événement de grande envergure qui demande que le président américain soit là, il peut toujours les rencontrer. On peut aller aux États-Unis en tant que chef de l'État élu, la première fois ne pas rencontrer le président américain, mais à une autre occasion, on peut être invité par le président. Qu'est-ce que j'ai dit? On peut y aller en visite d'État. Hein? Donc, où vous avez des honneurs, des cérémonies officielles à l'arrivée et au départ. Et entre ces deux événements protocolaires, vous avez tout ce que j'ai dit là, les logements à Blair House, les droits un entretien en privé, une conférence de presse, tout ça. Et même, on peut avoir droit aux honneurs tels que les coups de feu, hein, tout ça. Mais là n'est pas notre sujet. Ça, c'est, pour nous, ça, c'est la forme. Ce n'est pas le plus important. Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, avait fait sa première visite aux États-Unis. Il y était invité par le président Bush pour qu'il prenne part à un dîner, plutôt à un déjeuner, donc le breakfast prayer. Et par la suite, quelques années plus tard, George Bush va l'inviter à une visite officielle. Mais lors de la première visite, il s'était entretenu pendant un petit moment avec George Bush, mais ce n'était pas pour autant une visite d'État. Hein? Et après, quelques années plus tard, il a été reçu en visite d'État aux États-Unis. Cela s'entend bien sûr aussi du calendrier, cela s'entend, ça dépend du calendrier des deux chefs d'État, mais aussi des matières à traiter. Vous savez, nous n'avons pas encore, ça c'est un élément important, nous n'avons pas encore un gouvernement, hein, un premier ministre après les élections qui ont eu lieu dans notre pays. Les gouvernements qui est là, c'est toujours le gouvernement à Tchibala qui expédie les affaires courantes. Et donc, là où un premier ministre peut se rendre, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec un premier ministre qui expédie les affaires courantes, qui n'a pas été nommé par l'actuel chef de l'État, il est tout à fait normal que le président de la République lui-même s'y rende. Donc, voilà, parce que pour l'instant, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a la charge de l'exécutif entre ses mains, toute la charge, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Premier ministre à la place de Tchibala. Alors, maintenant, quel était l'enjeu? Parce que c'est ça le plus important. C'est ça ce qui devrait intéresser le Congolais. Pourquoi le président est allé là-bas? Quand nous parlons de l'enjeu, il s'agit là de la somme d'intérêts entre les deux pays. Qu'est-ce que nous allons gagner, au fait, pour mettre les choses clairement? Qu'est-ce que la RDC en tant que pays va gagner? Qu'est-ce que les États-Unis vont gagner? Ça, c'est une question de fond. Ça, c'est le plus important.
c'est le plus important. Quels sont les contacts que le président a pris là-bas et quel était l'objet, hein, pour quelle raison il a pris ces contacts. Parce que dans chaque rencontre de ces niveaux, vous avez quelque chose à offrir et vous avez quelque chose à recevoir de l'autre partie. Ça, c'est le plus important et nous allons essayer dans la mesure du possible d'analyser cette visite sous cet angle-là. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, est encore en séjour aux États-Unis. Il a rencontré le secrétaire d'État et le secrétaire d'État américain s'est engagé à soutenir l'agenda de changement du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est ce qui est noté, hein, au niveau du département d'État et au niveau de la partie RDC. Les États-Unis, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, s'est engagé à soutenir l'agenda de changement du président de la République de la démocratique, qu'est-ce que j'ai dit, président de la République démocratique du Congo. Quel est cet agenda? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la lutte contre la corruption. Ça, c'est le premier élément parce que le président de la République en a fait son cheval de bataille. Il y a la sécurité, donc renforcer la sécurité du Congo, donc du territoire national. Hein, vous savez, à l'Est, même au moment où nous parlons, il y a encore des problèmes là-bas. Ça, ce sont des priorités, hein, des priorités que le président de la République et les États-Unis d'Amérique se sont mis d'accord des domaines de collaboration pour que la lutte contre la corruption soit renforcée. Alors, d'aucuns vont se poser la question, cette lutte contre la corruption, comment est-ce que les États-Unis peuvent intervenir là-dedans? Vous savez, aujourd'hui, les réseaux mafieux ont des tentacules au-delà même des pays. Hein? Donc, vous pouvez avoir des gens qui opèrent à partir d'ici, qui sont dans la corruption, dans la mafia, mais ils font partie en fait d'une organisation qui s'étend au-delà de la RDC, jusqu'aux États-Unis, jusque dans d'autres pays et des différents continents. Alors, la lutte contre la corruption est aussi une priorité au niveau du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s'accompagne aussi, hein, de la corruption. Les Américains ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Alors, les Américains sont d'accord avec le président américain qu'il faut combattre la corruption au Congo parce qu'il faut le dire. Cette corruption est devenue endémique au Congo. Les gens n'ont plus cette culture de vivre par leur salaire parce que dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, dans la plupart des cas, ce sont des salaires insignifiants. Alors, depuis l'époque de Mobutu jusqu'au moment où je vous parle, beaucoup de Congolais ne vivent pas de leur salaire comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Vous verrez quelqu'un qui touche 300 $, mais il a un train de vie dont le coût est 10 fois plus ou même 20 fois plus que son salaire. Et quand vous avez de telles réalités dans votre pays, sachez qu'il y a la corruption. Et la corruption, c'est comme un cancer. Elle s'étend malignement dans les couches de la société
elle affaiblit l'État. La corruption handicape la sécurité de l'État parce que quand vous avez un agent d'immigration que l'on peut corrompre, j'ai appris d'une source très très sûre, un expatrié que l'on avait expulsé, c'était un opérateur économique ici, je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup de gens connaissent cette histoire. Cet expatrié occupait des sites de certaines entreprises d'État ou bien même des espaces de l'État pour y mener ses activités économiques. Et chaque fois quand il était traduit en justice, il gagnait toujours contre l'État congolais. Alors c'était un peu trop. Finalement, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait demandé qu'il soit expulsé. Bon, ce n'est pas parce que forcément qu'il était contre la corruption, mais tout simplement parce que, d'abord, c'était devenu en tout cas trop évident que le monsieur est devenu tout puissant et touchant. Deuxièmement, il y avait quelqu'un d'autre du pouvoir qui lui aussi voulait avoir cet espace-là. Alors j'ai appris d'une source très très sûre, quand je dis très très sûre, croyez-moi, que le monsieur s'est expatrié, est en train d'harceler pratiquement les cadres de l'immigration de la DGM chez nous, des responsables là-bas, en les appelant pour dire qu'il est prêt à donner même $1 million pour obtenir les visas de la RDC. Je dis, ah bon? Même $1 million. Donc, vous pouvez tous comprendre que pour ces messieurs, qu'ils puissent demander qu'ils donnent même $1 million, vous avez l'idée combien ils gagnaient dans ces pays. Alors, ça c'est un élément très important. Parce que la lutte contre la corruption va permettre que l'État puisse rentrer dans ses droits, l'État puisse maximiser les recettes, par exemple les régies financières, vous avez l'OFIDA, vous avez ce qu'on appelle notre administration de l'impôt, et vous avez d'autres compagnies ou sociétés qui relèvent du portefeuille de l'État, qui sont, il faut les dire, très mal gérées. Alors, si la lutte contre la corruption, ça va réduire sensiblement les sorties illicites de l'argent, les détournements, les vols, et cela va rentrer dans la caisse de l'État. Vous avez appris l'affaire des droits, des recettes au niveau des compagnies de communication. J'ai encore une autre information, que les recettes de ces compagnies ont encore augmenté. Ce n'est pas encore officiel, mais là aussi, c'est une source très très sûre, d'ailleurs de 2 sources, qui a été, je l'ai recoupé avec un agent, un cadre de la contribution. Excusez-moi, il y a un chat qui est tenté d'aboyer. Alors, ceci veut dire que ça va nous profiter, nous, mais non seulement nous. Le monde des affaires, je parle ici des vrais investisseurs, ils n'aiment pas la corruption. Moi, je connais une histoire, j'avais connecté des amis de l'église à laquelle j'appartiens. Ils étaient partis dans une conférence à Nairobi et dans leur lot, il y avait des hommes d'affaires chrétiens qui voulaient rencontrer des chrétiens africains et des hommes d'affaires africains qui sont des chrétiens. Et, je ne vais pas citer des noms, dans la délégation qui était venue du Congo, il y avait des pasteurs, il y avait un vice-ministre, parce qu'il priait dans l'une des églises d'un des pasteurs qui était là, et quand il a pris langue avec des investisseurs chrétiens de ces pays-là, à la fin, il a demandé à quelqu'un, à un gars,
En fait, ce gars-là était parti aussi dans cette conférence parce que je l'avais connecté. Et il a dit, mais, il faut expliquer, et lui aussi a commis l'imprudence d'approcher de ces investisseurs chrétiens. Quand il leur a parlé, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Nous venons investir dans votre pays. Nous allons créer de l'emploi. Nous allons payer l'impôt. Nous prenons les risques de venir investir dans votre pays. Et vous voulez, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit, avec ces bruits des chiens, ce n'est pas professionnel, mais écoutez, j'ai fait cela parce que je me sens, j'ai senti l'obligation de le faire. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne fais plus de directs. Je suis dans un environnement ou dans des conditions qui ne sont pas vraiment aussi bonnes que les conditions dans lesquelles je me trouvais quand les directs étaient très, très réguliers. Mais qu'à cela ne tienne, si vous me suivez, c'est le plus important. Nous avons trouvé un partenaire qui a accepté de nous financer. Nous avons fait un état de besoin. Nous voulons que ce soit professionnel. Je dois ajouter ici tout de suite, c'est une digression. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas l'embarrasser. Quelqu'un m'a envoyé, et je bénis Dieu pour lui, il m'a envoyé 235,5 €. J'en avais vraiment besoin. Et c'était tombé à pic. J'ai prié pour cet homme-là. Même hier, j'ai prié encore pour lui. Hein? Et voilà. Alors, voilà. Mais continuons, rentrons dans ce que nous étions en train de dire. Nous étions en train d'expliquer que la corruption n'est pas bonne pour les investisseurs étrangers. Et j'étais en train là de donner un exemple. Alors, au-delà, il y a aussi quelques secteurs qui ont été cités. Évidemment, ils ont dit qu'ils vont renforcer les relations entre les deux pays. Mais il y a aussi les domaines de droits de l'homme. Il y a aussi le domaine de renforcer la sécurité. Donc, améliorer la situation de respect des droits de l'homme au Congo et renforcer la sécurité, ce sont là les questions abordées entre le président de la République et le secrétaire d'État américain, M. Pompeo. Alors, droits de l'homme, vous savez, nous sommes connus à travers le monde, beaucoup de rapports, l'attestent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, notamment les rapports du Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO au Congo, les organisations internationales des droits de l'homme telles que la Fédération internationale des droits de l'homme, dont le siège se trouve à Paris. Et d'ailleurs, nous avons l'avantage d'avoir un Congolais qui fait notre fierté à l'étranger, comme beaucoup d'autres, M. Paul Sapou, qui a un poste de responsabilité dans cette organisation. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International. Je n'ai pas oublié les organisations de défense des droits de l'homme du Congo, qui sont des héros parce qu'ils sont sur terrain. Il faut beaucoup de courage, je vous dis beaucoup de courage, pour dénoncer des cas de violation des droits de l'homme tout en étant au Congo. Pourquoi je l'ai dit, vous connaissez notre héros national. Moi d'ailleurs, je demande au président de la République que M. Tchébéa soit élevé au rang des dignitaires tels que des héros, les héros tels que Lumumba, Mosé Laurent Désiré Kabila, tout ça, que Tchébéa, qui était un grand combattant de défense des droits de l'homme, puisse être honoré de cette façon-là et que sa femme et ses enfants viennent, soient présents les jours de cette cérémonie. C'est une façon de consoler cette femme qui a perdu son mari, ses enfants,
et qui sont devenus orphelins alors qu'ils sont encore très jeunes. Hein. C'est aussi ça sera un message d'encouragement pour ceux qui sont encore actifs dans le pays. Hein, que les droits de l'homme doivent être respectés. Il faut respecter la vie humaine. Il faut respecter. J'ai parlé avec des amis, j'ai dit, on doit enseigner ça à l'école primaire, dans le programme national, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. C'est par rapport aux besoins du pays. Quand vous allez au Congo, mais l'homme n'est pas respecté. L'homme n'est pas... Même votre enfant, mais il faut les respecter parce que c'est un être humain à part entière. Et un enfant qui ne connaît pas le respect des droits, de ses droits à partir de la maison, ne respectera jamais les droits des autres quand il sera adulte. Donc ça, on doit changer cette culture de ne pas respecter les gens. Vous avez un domestique. Un domestique n'est pas un esclave. C'est pas votre... Au fait, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui vient travailler, qui vient vous rendre service et il est payé pour ça. Donc, vous devez les respecter. Et un domestique a des droits, tout comme il a des obligations. Alors, je crois que dans ce domaine-là, nous devons aller plus loin que par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. Il y a ce domaine-là, et apparemment, dans les 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi, les États-Unis l'ont reconnu. Nous allons, si nous avons le temps, balancer les propos du sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy. Il a fait mention des progrès qui sont réalisés dans certains domaines depuis que l'actuel président est au pouvoir. Il a parlé notamment des progrès dans le domaine des respects des droits de l'homme. Vous avez des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui ont été libérés sur décision du président de la République. C'est quelque chose de très important. Les gens ne doivent pas être arrêtés, privés de la liberté, parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Et l'actuel chef de l'État l'a dit, je ne suis pas Dieu. Quelqu'un ne doit pas être pourchassé parce qu'il m'a critiqué. Non. C'est un bel exemple. Mais ça passe inaperçu. Mais vous voyez, dans le pays des droits de l'homme, ce n'est pas passé inaperçu. J'avais dit que le fait que le président Félix Tshisekedi a laissé Martin Fayulu de faire ses meetings dans les conditions de la loi, ça contribue à améliorer l'image du pays, mais non seulement l'image du pays, de son leadership. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est mentionné. Il l'a fait sans conséquence. Parfois même, lui et ses gens ont tenu des propos excessifs. Mais le président de la République a laissé que les meetings se tiennent sans entrave de la part de la police. La police a encadré. Ça, c'est quelque chose d'excellent. Pour autant que ça demeure, ça continue. Mais, vous voyez, nous avons nos sujets de conversation et de polémiques. Parfois, ce n'est pas des choses importantes. Nous restons souvent dans la forme. Même quand les gens parlent du secrétaire d'État, mais regardez dans la hiérarchie d'État aux États-Unis, la place qu'occupe le secrétaire d'État. Si vous ne savez pas, à la mort du président de la République aux États-Unis, le secrétaire d'État est l'un des successeurs officiels, donc l'une des personnes qui peut assumer l'intérim. Il y a d'abord le vice-président, je crois qu'il y a le président de la Cour suprême, s'il lui meurt, et puis il y a aussi le secrétaire d'État. Ça, c'est au niveau, quand vous regardez la hiérarchie, mais quand vous regardez l'importance du portefeuille qu'il tient.
Je vous ai dit que les États-Unis a le portefeuille le plus important concernant les relations internationales que tout autre pays du monde, à cause de leur position sur l'échiquier international. Et au-delà de cela, la chose la plus importante, ce sont là les enjeux dont nous parlons. Hein? Alors, droits de l'homme, c'est tellement important. Les gens n'ont plus la culture de défendre leurs droits en RDC. Tout ce qu'on leur donne, ils croient que c'est de la charité. Même là où ils ont des droits, hein, quand l'État dépense de l'argent, quand un gouverneur de province prend de l'argent dans le budget de la province, il fait quelques kilomètres de route, ça devient un don du gouverneur de la province. Et non, ce n'est pas un don. Comme le président de la République est en train de réhabiliter les réseaux routiers à travers le pays, ce n'est pas un don. Quand nous louons cela, ce n'est pas que nous louons l'argent qui vient de la poche des citoyens congolais, messieurs Antoine Félix Tshisekedi. Non, nous louons l'acte qu'il fait. En tant qu'homme d'État, président de la République, de prendre cet argent, les dépenser pour l'intérêt de la population. C'est ce que nous louons, c'est ce que nous encourageons. Mais nous n'applaudissons pas en disant, c'est un bienfaiteur, c'est son argent, il est en train de nous faire un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau, c'est l'argent du contribuable congolais, mais lui, en tant que président de la République, a destiné cet argent à faire des routes, à électrifier certaines villes telles que Kikwit, telles que Mbujimaï. Mais nous louons cela, surtout que ça fait longtemps qu'on a vu cela. Mais c'est l'argent du peuple congolais. Et c'est ça, c'est comme ça dans tous les États. Donc, cela est très important parce que quand les gens ne sont pas conscients de leurs droits, c'est comme ça que la dictature s'installe facilement. Facilement, hein? Mais si tout le monde est conscient de ses droits, ça sera difficile. Au Congo, à certains endroits, quand vous réclamez trop vos droits, on dit « Ah, yozalo lendo, tika kakate ». Mais non. Non. Évidemment, vous pouvez renoncer à votre droit. Ça doit être un acte délibéré, mais ça ne doit pas être les résultats d'une culture des gens qui n'ont plus la notion de défense de leurs droits. Domaine de la sécurité. J'aimerais utiliser ici, d'ailleurs, les termes utilisés par notre compatriote et confrère, Christian Lusakwenou, et qui est aux États-Unis pour les comptes de... nous ne faisons pas la publicité de sa radio très connue, Top Congo, qui a utilisé les termes géostratégique, un partenariat géostratégique. C'est très fort ça. La RDC est un pays qui a une position stratégique. Quand vous entendez position stratégique, c'est une position, pour simplifier les choses, qui vous donne de l'avantage. Rien que la position vous donne l'avantage pour faire face à certains défis, à certains challenges. Beaucoup plus facilement que les autres. La géostratégie, quand on dit une position géostratégique, c'est une position qui vous donne de l'avantage, une position géographique qui vous donne de l'avantage sur le plan militaire en cas d'attaque ou pour la prévention de certaines attaques, ça vous donne un avantage. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nous sommes au centre de l'Afrique. Et cette position géostratégique va encore plus loin. Non seulement nous sommes au centre de l'Afrique, mais nous avons des ressources qui sont nécessaires pour la fabrication de certains types d'armes.
Et ce genre de type d'armes, je vous donne un exemple. L'uranium du Congo a été utilisé pour fabriquer la première bombe atomique qui était lâchée sur le Japon. Mais quand on a lâché cette bombe, la guerre était finie. Ça donnait un avantage aux Américains. Et ça, si vous comprenez cela, vous allez comprendre que nous sommes dans une position très avantagée. Dans beaucoup de domaines. Je l'ai dit l'autre fois, dans le cadre du trafic aérien, nous sommes au centre, beaucoup d'avions passent dans l'espace aérien du Congo. Parce qu'aucun avion, en tout cas beaucoup d'avions, les compagnies aériennes utilisent l'espace aérien congolais pour que leurs appareils atterrissent dans le pays voisin ou dans les pays qui sont voisins à notre pays, hein, des pays voisins de nos voisins. Tout ça, ce sont des droits. Chaque avion qui passe dans notre espace aérien, c'est engendre des droits sur le plan financier. Et je vous ai dit l'autre fois, même dans ce domaine-là, eh bien, écoutez, on a détourné beaucoup d'argent en RDC. Beaucoup. J'avais parlé l'autre fois des gateways, hein, au niveau de la communication. Chaque appel international, je dis bien chaque appel, la RDC a un droit sur chaque appel. Chaque appel. Mais vous savez, quand il y avait eu la partition de la RDC pendant la rébellion, vous aviez une partie qui était occupée par les rebelles du MLC, l'autre c'était les RCD Goma, les RCD de Nyamwisi, les RCD de je ne sais pas de Lumbala, hein, tout ça et d'autres groupes armés. À un moment donné, pour faire un appel au Congo à l'est du pays, on utilisait les codes du Rwanda. C'est-à-dire que chaque appel international au niveau de l'est du pays, quand on appelait l'est du pays, l'argent allait dans le compte du Rwanda. Et à la réunification du pays, ce compte est toujours resté. Cet argent va toujours pour le Rwanda, jusqu'au moment où je vous parle. J'ai même rencontré un professeur d'université, il y a de cela 2 semaines, qui est du domaine. Il a même écrit un livre. Je lui ai donné cette information. Il m'a confirmé ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans le domaine, un autre technicien ingénieur, qui m'a dit, mais la RDC rate beaucoup d'argent avec cela. Donc, la sécurité, hein, de la RDC, elle est très capitale dans la mesure où la sécurité de beaucoup de pays en dépend. Je vous donne un exemple. J'étais en train de publier beaucoup d'articles au propos de la tension qui existe entre le Rwanda et l'Ouganda. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ah, bah, les talibans, ça t'a côté là-bas. Hein? Mais non, ce sont les pays voisins de la RDC. Au niveau des États, ce qui se passe chez ton voisin, ça t'intéresse. Vous avez droit de savoir ce qui se passe chez ton voisin. Parce que si ça ne va pas chez les voisins, eh bien, votre pays peut être déstabilisé. Dieu merci, comme nous l'avions souhaité, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Kampala, au Rwanda, et il a dit que la RDC était prête à offrir ses bons offices pour que cette question soit résolue. D'autant plus que il y a des mouvements migratoires très importants entre la RDC et ces deux pays. Vous avez vu comment le Rwanda fait? Juste la tension, juste des soupçons qu'il y a quelques rebelles qui sont en Ouganda. Le Rwanda a fermé la frontière. Même les étudiants rwandais qui étudient en Ouganda ne sont pas autorisés à y aller. Des véhicules qui étaient au poste frontalier du côté du Rwanda, qui faisaient des formalités pour entrer dans les territoires ougandais, ont été stoppés net avec des marchandises. Aujourd'hui, beaucoup d'experts, il y a eu un travail d'experts des Nations Unies, et puis beaucoup d'experts et d'analystes disent que
cette guerre du Rwanda et de l'Ouganda, enfin, cette tension qui pourrait conduire à la guerre, risque d'entraîner la RDC dans cette guerre. Nous n'avons pas besoin de ça, nous. Nous avons perdu beaucoup de gens. En passant, le président Félix Tshisekedi a été félicité pour avoir normalisé les relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Et ça, c'était notre sujet de controverse. C'est vrai que ça chatouille les sentiments nationalistes, étant donné ce que le Rwanda et l'Ouganda ont fait chez nous. Mais j'ai toujours dit, faisons très attention. L'Ouganda et le Rwanda ne sont pas les seuls responsables de plus de 6 millions de Congolais. Il y a des fils de ces pays qui ont pris des armes, qui ont équipé des espaces et qui exploitaient des minéraux et qui les font jusqu'aujourd'hui. Tous les groupes armés ne sont pas à la solde du Rwanda et de l'Ouganda. Il y en a, mais il y en a d'autres qui sont en fait des groupes armés dont les activités profitent à des gens qui ont des postes de responsabilité à Kinshasa, dans des provinces. D'autres sont même dans l'opposition aujourd'hui. C'est très facile de charger l'Ouganda et le Rwanda, mais on doit aussi se rendre compte. Et dans certains cas, ces pays ont été contactés par des fils de pays qui sont allés demander de l'aide militaire pour qu'ils viennent faire la rébellion. Ils n'ont jamais révélé les accords qu'ils ont signés avec ces pays-là. Vous prenez l'AFDEL, par exemple. C'était quoi? L'AFDEL avait un deal avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous êtes Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Donc, quand on fait l'analyse, on ne se limite pas à dire seulement le Rwanda. Je ne suis pas en train de blanchir l'Ouganda et le Rwanda. Mais je suis en train de dire qu'il y a une responsabilité des fils et des filles de ces pays. On ne peut pas les nier. Et c'est là où c'est délicat quand vous allez prendre du contact à l'extérieur. Vous êtes le fils du pays, vous êtes peut-être de bonne foi, mais l'État qui vous donne des moyens là pour commencer une rébellion, vous ne connaissez pas les vraies intentions de cet État. Vous ne connaissez pas. Cet État a un agenda dont vous n'avez pas la maîtrise. Alors, il a été félicité dans ce sens-là. Mais, en fait, c'est quoi? Notre pays, si les gens ne comprennent pas, les Américains aujourd'hui, ils ont un tel langage. Ce n'est pas parce qu'ils aiment notre pays. Il y a d'abord un concours de circonstances. Le fait que, par exemple, la Chine s'est beaucoup investie en Afrique, les Européens et les Américains en sont mécontents. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. John Bolton l'a dit. Et d'ailleurs, c'est l'une des personnalités, d'après mes sources, que le président de la République va rencontrer. C'est le conseiller spécial de M. Donald Trump. Il avait étalé clairement la stratégie des États-Unis concernant l'Afrique. Donc, il y a une guerre de puissance qui nous profite et qui nous profiterait plus si nos autorités comprennent que nous pouvons tirer profit de cette situation. Et apparemment, et d'ailleurs d'après M. Jean-Paul Prouvaire-Tsaka, qui est un expert en aéronautique et puis en aviation, homme d'affaires en même temps, qui est au fait de beaucoup de choses, il m'a dit, apparemment le président de la République comprend les enjeux du moment. Et que Dieu fasse qu'il comprenne davantage pour positionner notre pays. Moi, je suis chrétien, la Bible parle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, vous
Dieu ne peut ne pas vous donner quelque chose, mais il crée un concours de circonstances autour de vous et vous en profitez. C'est ça le cas pour notre pays. Qu'on le veuille ou pas, si les choses vont à cette allure, le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres pays, parce qu'entre les États, ce qui compte, ce sont les rapports de force, écoutez, ils seront derrière nous. Nous serons en train, nous, d'imposer les rythmes dans la sous-région. Le seul pays que nous avons à craindre, c'est l'Angola. Ici, j'ai fait l'analyse stricte. Parce que quand vous êtes faible, vous êtes en train de monter, c'est le plus fort qui peut vous faire des problèmes. C'est l'Angola parce que c'est la seule puissance dans la sous-région, hein, sur le plan militaire. Et la RDC, avec tout ce que nous avons comme ressources, avec ces partenariats stratégiques dont je vous ai pu expliquer les détails une fois, les Américains feront de telle sorte, bien sûr avec notre volonté, que notre armée soit une armée forte, une armée qui dissuade ses ennemis. Donc c'est une grande opportunité pour notre pays et je crois que le président de la République et son entourage auront toujours cela dans l'esprit pour faire profiter à notre pays de cette nouvelle donne internationale et le rôle que nous pouvons jouer sur l'échiquier international. Alors, je me limite là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs. Nous aurons, je crois, ce pays aura beaucoup de partenariats stratégiques avec d'autres pays selon les intérêts des uns et des autres. Le président, moi j'ai à cœur, par exemple, la situation des enfants. Quand vous allez au Congo, mais vous regardez la situation des enfants, et c'est désespéré, c'est l'avenir de demain. Le président de la République, deux fois, je l'ai entendu dire, il fait de la situation des enfants une priorité. Je suis en train de prier Dieu que ça ne soit pas un vœu pieux, qu'on ne rentre pas dans des grands discours qui ne sont suivis d'aucune action concrète, qui à la fin, on n'a pas de preuves de l'amélioration des situations des gens. Je suis en train de prier que cette allure continue et que ça s'améliore même. Parce que les 100 jours, en tout cas, on est en train de voir ce qui s'est fait. Je me dis que les 100 jours, ce qui s'est fait pendant les 100 jours, s'efface tous les mandats du président de la République. Pas pour sa gloire à lui, mais pour l'avantage, pour le bienfait du peuple. Quand nous regardons les choses sous cet angle-là, je crois que le pays avancera. Alors, je termine par là. Je ne pensais pas parler si longtemps. Je vais prendre quelques questions. Écoutez, je suis en train de travailler dans des conditions très compliquées. Ma batterie, ma charge, maintenant c'est 31%. Donc, si je ne réponds pas à certaines questions, ce n'est pas grave. Quand nous serons dans les bonnes conditions, nous allons faire, d'ailleurs c'est dans les jours à venir, Dieu voulant, nous allons essayer de satisfaire tout le monde. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des opinions? Nous sommes en train de voir. Nous avons LKD Moujangi dit, LKD Moujangi Ado Cordon il dit, Joe Dalton Soki Ozangi et Loko Yakoko Makende Omelabangi. Non, 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 non. Écoutez, soyons tolérants, reprochons à nos compatriotes s'ils déconnent, utilisons des termes peut-être très fermes, mais pas en tout cas dénigrants, même s'ils ont été utilisés des termes dénigrants, mais faisons un effort, parce que tout ça, ça fait partie aussi des droits de l'homme. Je confirme que les responsables du pillage au Congo et Kagame et les serpents de Kingakati, sans oublier l'actuel traître qui n'arrive pas à mettre sous le feu Étienne. Bon, je ne sais pas, tu voudrais dire sous le feu. Sous le feu, Étienne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu voudrais parler
du président Félix Tshisekedi. Pierre Kamunimo Kodi Anglo Congo, est-ce que les membres de l'UDPS accusés de Kamwina Nsapu ont été libérés? Question très importante. À ma connaissance, pas encore. Hein? Mais je crois que justice sera faite. Ce sont des accusations. Le fait qu'ils n'ont pas droit à la liberté ne fait pas d'eux forcément des condamnés. C'est regrettable. Mais surtout que l'actuel président de la République, ce n'est pas un secret, il est de l'UDPS. Je crois qu'ils veilleront à ce que ces gens-là répondent rapidement devant la justice et que l'affaire soit tirée au clair, qu'on établisse des responsabilités, ceux qui seront acquittés, qu'ils soient acquittés, ceux qui seront condamnés, si c'est prouvé qu'ils avaient participé dans les opérations de Kamwina Nsapu, mais pas seulement eux. Pas seulement eux. C'est que le militaire et des milices pro-Kabila ont fait aussi durant ces conflits, ces gens-là doivent répondre. Ils doivent répondre devant la justice, mais il est vrai qu'il faut prendre les choses dans leur globalité. Parfois, quand les gens parlent de façon très simpliste. Les choses sont très complexes. Il y a le temps, il faut créer les conditions pour que réellement les gens puissent répondre devant une justice qui est impartiale. Et voilà, donc il y a un peu tout ça. Et il y a aussi tenu compte de certaines réalités. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Et on ne dirige pas un État surtout pas comme la RDC, par des coups d'émotion. Non. Et il y a des gens, par exemple, qui disent ah non, il y a Kabila. C'est qui Martin Fayoulou, Kabila. Je vous dis, Fayoulou l'a dit plus d'une fois, que Kabila n'a rien à craindre. Et même si cela doit se faire, mais il ne faut pas être naïf. Vous connaissez les types du Libéria, l'ancien président Charles Taylor? On aurait pu l'arrêter juste après qu'il ait quitté le pouvoir. Donc ce n'est pas aussi simple que l'on croit. Je ne dis pas que Kabila sera forcément arrêté. Je dis, si on l'accuse, et apparemment c'est le cas, mais il faut amener le prêtre devant la justice et qu'une justice puisse faire son travail et établir des responsabilités. Voilà comment les choses doivent se faire. Allez, Salomon Kabamba, papa, il dit bonjour. Pensez-vous que le pays obtiendra gain de cause après ce voyage du président aux USA? Mais j'ai expliqué les enjeux. J'ai expliqué les enjeux. C'est que notre pays. Vous savez que on ne comprend pas qu'une puissance telle que les États-Unis, excusez-moi, une puissance telle que les États-Unis accepte que vous entrez en partenariat stratégique. Mais quelle aubaine, mais quelle bénédiction. Bon, on verra les retombées d'une telle visite, surtout de ces partenariats, pas seulement la vie, mais par ces partenariats, dans l'avenir. Les chefs d'État des autres pays, et ils comprennent déjà. Ils comprennent. Parce qu'entre les États, on mesure les intérêts. Ils comprennent déjà. C'est comme ça que vous voyez, vous avez des visites des chefs d'État qui ont fait longtemps au pouvoir, qui viennent ici, qui invitent le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à cause de ses beaux yeux. Ils comprennent et ils ont compris. Ça profitera au pays, certainement, mais aussi, je reprends, à condition que ce que nous voyons puisse continuer et surtout même améliorer pour que nous puissions tous, comme population, en bénéficier. Donc, il y a un intérêt. LKD Moujang dit en Congo, il dit, la moukiste
to bengi bino awate omoni moyete bima na malembe ndokistan. Bon, tout le monde est invité. Moi, j'aime la contradiction. Malheureusement, parfois, quand moi j'écris des choses, on dit, quand j'ai réagi, et c'est ça notre façon aussi, les Congolais, j'avais écrit un article sur Monseigneur Ambongo. En fait, ce n'est pas un secret, ceux qui me suivent, j'étais au courant, avant que Monseigneur Ambongo ne quitte la RDC, qu'il aille, notamment aux États-Unis, j'étais au courant. Je crois, de plus d'une semaine. Je ne vais pas donner des détails, même de certains entretiens qu'il a eus. J'étais au courant. Je l'ai dit dans un direct. Je l'ai dit que Monseigneur Ambongo est en déplacement, hein, en lobbying. Je pèse bien mes mots. Parce qu'en dehors de la visite au niveau du département d'État, où il a rencontré, puis ta femme, Monseigneur Ambongo, je le confirme, a rencontré des lobbyistes aux États-Unis. Alors, quand j'ai réagi à ses propos sur TV5, où il ne dit pas qu'il a rencontré des lobbyistes, ce n'est pas une attaque. Ça, ce n'est pas une attaque. Je suis désolé. Parce que d'abord, mes propos ne sont pas des propos qui ne lui donnent pas le respect dû à son rang. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il est monseigneur catholique que quand il parle des problèmes du pays, écoutez, moi je ne suis pas chrétien catholique, j'aime bien mes frères catholiques. Et même si j'étais chrétien catholique, qui a dit que quand on parle des affaires du pays, un chrétien catholique ne peut pas avoir un point de vue différent, hein, du clergé? Qui a dit cela? Ce n'est pas une attaque. Je pense que l'Église, et je suis d'accord que l'Église catholique a participé au combat, mais c'est faux de dire qu'il n'y a que des chrétiens catholiques qui sont des victimes. Allez dans les prisons. Allez voir dans les palmarès, dans les prisons. Il y a des militants des partis politiques. Il y a des activistes de la société civile. Tchebeya, on l'avait tué parce qu'il avait pris part à la marche des chrétiens. Des gens qu'on avait calcinés à l'imiter, c'était parce qu'ils avaient pris. Les gens qu'on avait tués lors des différentes manifestations de 2015, de 2016, est-ce que c'est parce que l'Église catholique qui avait invité les gens à entrer dans la rue? Ce serait voir les choses, hein, sous un seul angle. Mais je salue la mémoire des chrétiens catholiques qui avaient aussi fait preuve de courage en leur temps. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai pris part à une marche de l'Église catholique, convoquée par l'Église catholique, sous le régime de Mobutu. J'ai failli y laisser ma peau. Ce sont là des actes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont fait quelque chose de bien aujourd'hui et demain, si, encore que ce sont les opinions. Hein? Si on les contredit, d'abord, c'est mon droit. Je ne dis pas que force majeure raison, mais j'ai donné mon opinion. J'ai donné mon opinion. Bonjour, je suis occupé. Alors, il y a, là c'est quelqu'un qui me salue, il y a tout ça, hein, nous devons faire, nous sommes un État laïque, ça il faut que ça soit dit clairement. Nous sommes un État laïque. Nous ne sommes pas un État catholique, même pas chrétien. Nous sommes un État laïque. Quand je dis, par exemple, quand Monseigneur Ambongo dit, grâce à des techniques, des nouvelles techniques, nous avons pu obtenir, mais j'ai toujours dit à Abbé Cholé, qui nous disent les experts en matière électorale,
qui étaient venus les aider pour l'observation, ils appartiennent à quelle organisation? Pourquoi on n'en parle pas? J'ai publié des choses sur ça. Je n'invente rien. C'est une organisation qui existe, qui avait prêté main forte. Mais qui avait financé pour que ces experts-là viennent faire le travail pour aider l'Église catholique? Au profit de qui? Ce sont là. Et d'ailleurs, vous savez, je vous apprends, au moment de la distribution, ce qu'on appelait des résultats des élections par l'Église catholique, une ambassade leur avait posé la question, vous êtes sûr de ces résultats? L'histoire de la projection pour dire nous avons projeté est venue pourquoi? Parce que quand on a fait pression, on dit bon, êtes-vous sûr? Non, voilà, c'était un échantillon, nous avons projeté. Mais vous savez, l'Église catholique, c'est une grande organisation, c'est aussi un État, parfois en diplomatie, hein, on fait un effort pour qu'ils ne perdent pas la face. Allez, quelqu'un d'autre avec une question? Excusez, mais c'est Joe Dalton et l'autre qui vous est en train de vous attaquer, vous allez m'amener à vous bloquer. Hein? Même celui qui vous répond là, moi je n'ai délégué personne, je n'ai mandaté personne pour que si on m'attaque, que quelqu'un puisse attaquer, surtout pas des attaques personnelles, des insultes. Non. Les gens ont droit à avoir des opinions différentes. D'ailleurs, même avec mon épouse, on a parfois des opinions différentes. C'est tout à fait naturel. Poser des questions. Cette guerre-là, dans mon espace, ça ne rend pas service. Ce n'est pas dans l'esprit de ce que je fais. Alors, John Kalubi dit quoi? Vous avez dit lors d'une rencontre, Malcolm avait parlé de l'électrification du pays et première rencontre aux ISA était sur l'électrification du Congo. Cela n'est pas un signe d'investissement massif. Oui, on a parlé, voilà, merci. On a parlé aussi du projet Dinga, mais ça, c'est surtout quand il a rencontré le secrétaire d'État américain chargé de l'énergie. Ça, c'est un grand projet et c'est un élément important parce que ce projet Dinga, Kabila a été sur le point d'obtenir tous les financements qu'il faut, hein, mais ce n'est pas un secret. Les États-Unis et d'autres pays ont compris que non, finalement, ça allait profiter, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, ça allait profiter à certains individus par la population. Lui, Saïdé s'était retiré de ce projet. À l'époque, et diplomatiquement, les Américains avaient entravé la démarche de Kabila quand il cherchait des partenaires à gauche et à droite. Quand je parle de Kabila, je parle du gouvernement de Kabila. Alors, c'est une chance. Si, avec ce gouvernement, ça ne sera pas le cas, eh bien, pourquoi ne pas le faire? C'est quelque chose, c'est un grand potentiel. Rien qu'avec ça, nous pouvons faire la différence en ce qui concerne les conditions de vie des Congolais. Alors, je suis obligé d'arrêter parce que là, je suis pratiquement à la fin de la charge, tout ça, ma batterie est en train de se décharger. Alors, les restes des polémiques, tout ça, eh bien, écoutez, la polémique continuera sur la vérité des yeux. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que les processus étaient opaques, je l'ai toujours dit. Mais la volonté de voir l'alternance, c'est ce qui était le plus important. À défaut de savoir, de manière claire, sur base d'un processus transparent qui a gagné, la volonté de changement était là. Ça, c'est clair. Maintenant, qui a gagné?
Qui n'a pas gagné? Ça, moi, je ne sais pas. Mais je relève des éléments qui me permettent. J'étais dans une rencontre, je ne vais pas citer. J'étais dans une rencontre. Nanga était assis à côté de moi, il n'y a pas longtemps. Corneille Nanga était assis à côté de moi. Un responsable a dit quelque chose. Ceux qui étaient là, je ne vais pas citer, il y avait un homme d'affaires congolais aussi qui était là. Comment chaque camp avait abordé ces élections. Mais comme je n'ai pas le droit de révéler cela, je m'étais. Cela n'a pas été démenti. Vous ne connaissez. Je ne suis pas en train de dire que non, ils ont détourné de l'argent. Et quand vous regardez les sanctions que les Américains ont prises contre Corneille Nangaa, c'est surtout à cause de la mauvaise gestion des fonds, à cause de la corruption, des fonds alloués à la CENI et de la corruption. Parce que, sur base d'éléments objectifs, ils ne peuvent pas, même les Américains, dire de manière officielle, j'ai dit de manière officielle, qui a gagné. Parce qu'il y avait des observateurs américains en RDC. Mais ils ont été sanctionnés par le fait que, bon, il y a eu des tournements d'argent, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais Nanga était sous pression, comme vous n'avez pas l'idée. Les Belges que vous voyez ici. Les Belges avaient pris position pour un camp. Quand vous voyez M. Renders aller voir le président Félix Tshisekedi, mais il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer les pays parce que je vais dévoiler ma source. Dans un pays de l'Afrique de l'Est, un diplomate belge est allé dire à un président de l'Afrique de l'Est, pourquoi vous soutenez tel, pourquoi est-ce que, pour qu'on change les choses. Tout n'est pas à dire ici. Les jours qu'on va m'autoriser, je vais vous montrer. Quand vous entendez, par exemple, on parle du dialogue, on a parlé. Mais pour qu'on ait les dialogues, pour qu'on arrive à cela, il faut établir qu'il y a une crise politique majeure. Nous avons eu les dialogues parce que le processus électoral n'était plus assuré. Nous avons eu les dialogues parce qu'il y avait la guerre dans ces pays. Après élection, quand on vous parle de dialogue, alors, pour qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait une crise majeure. Comment cette crise majeure va arriver? Je ne dis pas que tout est parfait au Congo, mais cette crise majeure va arriver comment? Un jour, j'ai toujours demandé à ces gens-là, donnez-moi l'autorisation de publier ces informations, où il y a des anciens généraux français, leurs noms sont cités dans ce que j'ai comme intelligence. Certains pays voisins, j'en avais parlé. On a frôlé la guerre en RDC. Une guerre terrible. Tous les moyens étaient mis en place. Nous encourageons les acteurs politiques, tant de Lamuka que des Cash, d'imaginer comment, et même des FCC, parce que, pour l'instant, c'est une réalité. D'imaginer comment faire que nous puissions profiter de ces partenariats avec les Américains. Et surtout, comme l'a dit le communiqué de Lamuka, de voir comment travailler pour qu'en 2023, nous ayons des élections le plus transparentes possible. Cette CENI va être liquidée bientôt, donc on trouve des gens crédibles, sans parti pris. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans la soutane, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un à l'école pastorale, non. Des gens réellement crédibles, des gens qui viendront, qui diront, bon, celui qui gagne, mais que le processus soit transparent. Qu'on mette en place une cour constitutionnelle qui ne vienne dire que le droit. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas dit le droit. La cour constitutionnelle,
au fait de mon humble avis, et ne pouvait que prendre la décision sur base des éléments devant elle. C'est la CENI qui devrait donner des éléments. C'est la CENI qui devrait organiser d'abord un processus de transport. Il n'a pas été. Comme il n'a pas été, comment on peut se dire que j'ai gagné, tel a perdu, que j'ai perdu, tel a gagné? Mais parce qu'il y avait la volonté de l'alternance. Bon, tu n'as pas voulu des élections transparentes, tu as voulu brouiller les choses. Allez, toi, tu t'en vas avec ton candidat, eh bien, nous trouvons quelqu'un. Il faut que quelqu'un, l'un des opposants, prenne les choses. Alors, je termine par là. J'ai toujours dit, nous devons prier. Prier pour notre pays. Dieu a agi, mais ça passe inaperçu. Si vous saviez ce qui s'est préparé contre ces pays, mais le jour que vous le saurez, vous allez dire, ah, miracle ça, Minamboka. Continuez à prier parce que les menaces, il y en a toujours. Je vous ai parlé de la tension entre l'Ouganda et le Rwanda. Cette affaire, moi, je ne vois pas ça clair. J'avais expliqué. L'Afrique du Sud qui héberge des chefs rebelles, enfin, le terme utilisé par le Rwanda rebelle, mais des opposants au régime de Kagame. Je ne dis pas que Kagame... Non, non, moi j'établis les faits. L'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Burundi, la Tanzanie même, sont cités, moi j'ai parlé de ça avant, sont cités dans un rapport des Nations Unies, pas d'Anglo-Congo. Et quand vous voyez, qu'est-ce qu'on demande? À défaut d'un conflit armé, un dialogue. J'ai dit à certains amis, j'ai dit, quand vous entendez, on vous invite à un dialogue, vous êtes aux affaires. Quand la communauté internationale commence à dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, sachez que dans ce dialogue, vous allez y laisser quelque part une partie de votre pouvoir. Et ça, c'est ce que Kagame ne veut pas. Il n'a jamais voulu d'un dialogue. Parce qu'au finish, quand on aura un dialogue, de quoi va-t-on parler là-bas? De l'ouverture démocratique. Et tous les régimes autocratiques n'aiment pas ça. Parce que dès que vous donnez la liberté d'action aux gens, les régimes autocratiques perdent. Et le silence relatif des Américains, ça me dit que, bon, on est entré dans petit à petit, comme on dit en anglais, let's wait and see. Le temps nous le dira, attendons voir. Alain Moutéba de Kasselan, Etienne Fayoulou ne peut jamais battre Félix aux élections. Non, moi je ne pars pas avec ça. Il faut donner des éléments. Je dis qu'il peut le battre. Mais s'il peut le battre, il faut qu'il donne des preuves. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont inondés avec une organisation qui sait le faire. Non. On n'amène pas de fuites. Hein, obtenir on ne sait comment. Hein, parce qu'il y avait, s'il dit venant du serveur, mais je vous dis aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu accès à ces serveurs. Hein? Même certains pays avaient accès aux serveurs. Nous sommes au temps de la technologie et de l'information. Vous pensez que les Américains n'avaient pas accès aux serveurs? Les élections, c'est une compétition. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Mais quand on perd, ben, il faut trouver les moyens de se défendre, de démontrer sa victoire. On ne vient pas dire... Parce que quand on a demandé qu'on donne la source de ces fuites, celui qui a distribué ces résultats-là venant de fuites-là n'a pas voulu. J'ai donné le nom de cette organisation qui était impliquée. J'ai parlé même à quelqu'un qui m'a dit, c'est fort possible parce que
on n'a pas tous la maîtrise de la technologie de l'information. C'est fort possible que même à un degré donné, je dis ça au conditionnel, que la CENCO pouvait être victime des manipulations. Allez, je vous aime bien, continuons à prier, soyons unis, profitons de ça, améliorons, plutôt réformons la CENI, ce n'est pas la fin du monde, pour qu'aux prochaines élections, qu'il n'y ait pas, en tout cas, de l'opacité concernant les processus électoraux. Les Américains ont une politique, pour ceux qui comprennent, pour eux, celui qui est proclamé vainqueur ne peut pas être blâmé pour l'opacité créée par la CENI. Ce n'est pas l'actuel président qui était en train de manipuler la CENI. Ceux qui parlent d'un deal, il faut qu'ils démontrent aussi. Sur ces choses sérieuses comme ça, on ne vient pas avec des rumeurs. Moi aussi, je peux créer une rumeur, ça circule. S'il y a réellement des preuves, ils n'ont qu'à les produire. D'ailleurs, ils vont voir des lobbyistes, tout ça, c'est tout ce qu'ils attendent. Allez, bye bye. Love you. God bless you. On se verra. Bye.